Donc bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Edouard. Donc Edouard est sexothérapeute et l'idée c'est pour Edouard, pour les auditeurs, de présenter ben, comment Edouard a choisi sa vocation de thérapeute, depuis combien de temps il exerce, voilà. Quelles sont les erreurs qu'il a commises dans son parcours au tout début et qu'il n'aimerait pas commettre s'il recommençait à zéro. Maintenant qu'Edouard il a une certaine expérience, il a atteint un seuil qui aujourd'hui lui permet d'être rentable et donc d'avoir des clients, de vivre de sa vie de thérapeute. Alors, quels sont les nouveaux problèmes qu'il a rencontrés, les obstacles qu'il a dû résoudre? Et ça, c'est pour les jeunes thérapeutes qui commencent et qui pensent que tout va bien démarrer dès le moment où ils ont assez de clients pour vivre. Et enfin, ben, comment il gère tout son temps libre, c'est-à-dire sa vie perso et sa vie pro. Voilà, donc c'est hyper important. Edouard, je te laisse te présenter. Je te Eh remercie bien, merci. d'être présent pour cette invitation et c'est à toi. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis moi, Édouard Petit, effectivement sexothérapeute, mais également thérapeute de couple et thérapeute individuel. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille. Alors, je dis plus de 20 ans, il y a eu parfois des tuilages parce que je suis quelqu'un d'assez créatif et j'aime bien mener plusieurs projets de front. Mais effectivement, ça fait plus de 20 ans que j'ai ouvert un cabinet, puis maintenant j'en suis à 3 cabinets. Je vais m'arrêter là parce que n'ayant pas le don d'ubiquité, ça va être quand même compliqué d'être au même moment dans 3 endroits différents en France. Euh, alors j'ai commencé par on va dire, la thérapie générale, après avoir fait un master en PNL, en hypnose, un cursus assez classique, aussi de la psycho en fac à Montpellier, parce que ce qui m'a poussé à faire 2 choses. La première, c'est que j'avais envie, je trouvais ça merveilleux de pouvoir apprendre à recadrer sa propre vie, donc la mienne, et puis de le partager avec les autres. Et puis deuxièmement, parce que, vous voyez, 3 fois une petite anecdote, j'ai essayé 3 fois d'être salarié dans ma vie, ça n'a pas fonctionné. Donc je dirais que pardon, la première chose, c'est déjà de s'interroger là-dessus. Parce que être indépendant, ça demande certaines compétences et certaines qualités, tout comme salarié. Il faut voilà, le premier conseil, si je peux me permettre, c'est de savoir si on est prêt à supporter l'incertitude. Parce que l'incertitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de revenu fixe. Il va falloir déjà dépenser un peu d'argent, j'y reviendrai après, pour se faire connaître. Et puis, de toute manière, les vaches, comme on dit, sont très, très maigres dans les premiers mois, voire même après la première année. Donc, deuxième conseil, avoir un pécule de réserve ou tuiler, c'est-à-dire avoir un emploi salarié, peut-être même à mi-temps, et lancer. Je dirais que ça, c'est la meilleure façon de faire, parce que je connais un peu mon métier de psy, et le thérapeute, le reptilien, notre fameux cerveau reptilien le plus archaïque, est vite en alerte. Et l'argent fait partie, un des grands domaines, c'est au moment qui nous met en alerte. Et si ce reptilien se met en alerte, on va avoir du mal à réfléchir, à être serein, donc bien accompagner les gens. On va se poser beaucoup de questions, ce qui fait que beaucoup de thérapeutes arrêtent rapidement. Donc voilà ces 2 premiers partages. Donc je conseille de savoir si on est fait, de s'interroger pour savoir si on est fait pour être indépendant, être capable de travailler seul. Et deuxièmement, je ne conseille pas de se lancer tout de suite, tuiler si on a un métier salarié ou avoir accumulé un petit pécule qui nous permet de voir 1 ou 2 ans de tranquillité. Ok. Et comment tu as fait pour te faire connaître? C'est ça la question. Comment tu as fait pour avoir la visibilité et finalement avoir des actions qui impactent ton entreprise? Parce qu'au début, on part un peu dans tous les sens, on essaye de combler tous les Oui, trous. il y a des grands mythes. En plus, j'ai la chance de très bien, après, justement, ça va peut-être faire sourire certains et certaines, j'ai perdu beaucoup d'argent au début. Parce que j'ai cédé aux sirènes de l'époque, hein, c'est-à-dire avoir un site web, mais faire un site web il y a 20 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Il fallait payer une agence de com, c'était, je me rappelle, autour de 4 000 euros. Et avec tous les problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup d'agences qui se sont montées, et évidemment,
on n'arrivait jamais à joindre le webmaster. Quand on voulait rajouter une page, il fallait remettre de l'argent. Bref, c'était. Et moi, je n'y connaissais strictement rien. Donc, j'étais pieds et mains liés à ce site web. Et évidemment, ce que je ne connaissais pas non plus, le référencement, qui est absolument essentiel, il n'existait pas. On m'avait dit oui, on s'occupe de votre référencement, c'était toutes les promesses des commerciaux et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et donc vraiment, ça a été à la force du poignet. Je me suis dit mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, je me suis formé en référencement, en suivant. Et alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, un peu créatif. J'aime bien apprendre à faire le site web. Et au fil du temps, j'ai lancé, j'ai repris en main toute ma communication numérique. Voilà, et ce qui m'a permis, en plus, parce que j'avais atteint quand même un certain niveau, de donner des cours et même de monter une agence pour aider les futurs professionnels du bien-être du point de vue marketing digital, parce que je connais bien les deux endroits, parce que c'est essentiel, sinon les gens perdent beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. C'est pareil, j'ai pris une pro qui devait me faire connaître sur les réseaux sociaux, ça m'a coûté 7 000 € pour rien. Voilà. Autre chose, arrêtez, parce que comme je vous dis, j'ai vraiment les deux casquettes, arrêtez de croire que les réseaux sociaux feront venir du monde, ça ne marche pas, c'est une illusion. Voilà. Ça peut venir en support de popularité si vous avez déjà un site web qui tourne bien référencé, mais les réseaux sociaux, ce que beaucoup de gens, on va dire, ignorent, c'est que maintenant c'est très professionnel et donc il faut produire un contenu qualitatif et bien filmé avec un bon son, une belle image, des thématiques. C'est un vrai travail. Donc on ne peut pas, en tout cas c'est mon analyse puisqu'on est là pour partager nos expériences, on ne peut pas à la fois travailler parce c'est un métier où on apprend, on continue à se former, on ne peut pas non plus recevoir tous ces patients, s'occuper de l'administratif et en plus, plusieurs heures par semaine, tourner des vidéos dont l'impact, le ratio temps passé versus patients qui vont venir est extrêmement faible. En tout cas, ça, c'est mon expérience. C'est hyper intéressant. Franchement, je suis très content de vous avoir en interview parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le maillage local, alors? On en parle du maillage local. Comment vous avez fait pour vous faire connaître? Alors, c'est pareil, il y a aussi un mythe qui est, je l'ai fait comme les autres, donc j'ai fait des erreurs, j'espère faire écrire aux médecins, par exemple. Voilà, donc avec mon associé, à l'époque, on avait monté un cabinet à deux, qu'on partageait. On avait travaillé pour faire une jolie lettre, avec une jolie plaquette, et qu'on glissait dans une jolie enveloppe, et qu'on envoyait aux médecins du coin, autour du cabinet. J'étais en Provence à l'époque, enfin je suis toujours en Provence, mais j'ai des cabinets ailleurs. Le résultat, voilà, vous voyez le geste, 0. Voilà. Je crois qu'on a envoyé de mémoire sur tout le département, puis on est voté au bord de 3 départements, je crois 160 courriers, et on a obtenu 0. Donc ça aussi, et ça s'explique, c'est pas que les médecins sont méchants, les gens sont tous saturés. Donc, ils reçoivent un courrier entre eux, les médicaments, les visiteurs médicaux, tous les patients qui ont les médecins. Ils n'ont pas le temps, ni pourquoi prendre un temps pour aider des gens qui ont un cabinet. Ça va marcher si vous connaissez en direct un médecin, oui. Donc, gérer le conseil, c'est éventuellement peut-être d'aller voir dans le cabinet, mais c'est vraiment 3-4. Sinon, vous allez perdre un temps fou pour rien. Parce que vous allez être pris pour un visiteur médical. Et ça ne sert à rien, puisque là, en plus, il n'y a pas de lien, puisque le juge, on cherche de la recommandation. Et donc, là aussi, c'est du temps perdu. C'est plutôt de bouche à oreille. On y arrive. Qu'on y arrive. Mais prendre du temps, écrire aux médecins, donc quand je dis médecin, c'est kiné, c'est tout le personnel médical et paramédical, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Voilà. Et donc, c'est souvent ce qu'on dit de faire, mais c'est une erreur. Une autre erreur. Donc, alors, pour revenir, qu'est-ce qui fonctionne? C'est ce que je vais vous dire.
C'est ce que j'ai fait. Alors, je suis encore en progression, hein, on travaille tout le temps, puis on se recadre. C'est vraiment le référencement local. Et ça, je dirais que c'est vraiment ça qui fonctionne énormément. Donc, c'est pour ça que j'ai passé du temps pour me former, mais ça a donné des résultats. C'est-à-dire être présent sur le web. Voilà. Et ça marche extrêmement bien. D'accord. Et du coup, sur le web, vous faites quoi pour être référencé correctement, du coup? Et ben, j'optimise mes pages, j'optimise mes fiches Google, j'optimise, je mets à jour les articles. Alors c'est tout un savoir, hein, qu'il faut apprendre, mais c'est ça qui fait la différence. Les bons mots-clés aux bons endroits, les savoir optimiser. C'est pour ça que je parlais de marketing, c'est nécessaire. Je dirais que si on résume tout, oui, c'est le web qui permet de faire venir les gens. Et ensuite, ce qui va se passer, donc, et ça c'est intéressant, c'est que peu à peu, donc il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui ne reviennent pas, c'est normal comme tout. Mais les gens qui viennent, ils vont venir faire quelques séances, après ils estiment que c'est assez, mais ils vont revenir un an après. Donc en fait, ça, le deuxième grand point à savoir, c'est un peu le volume de patientèle. C'est pas toujours, ça me fait sourire parce que je pense à quelque chose que j'enseignais à des étudiants en communication et en marketing. L'idée, c'est pas d'avoir tout le temps des nouveaux clients, c'est bien sûr, mais c'est de favoriser le lien de confiance qu'on a avec les patients. Parce que, et là, je vois de plus en plus, alors c'est pas énorme, mais c'est quand même un peu de plus en plus, les gens, dans ma partie thérapie de couple, parce que la partie sexothérapie est compliquée, parce que c'est des problèmes intimes, on va pas dire, c'est compliqué ce métier, parce que vous allez chez votre garagiste, vous êtes content, il n'y a aucun problème à dire à un ami ou un membre de la famille, tiens, va chez ce garagiste, il travaille très bien pour pas cher. Si je dis je suis allé voir un sexothérapeute, c'est plus compliqué. Hein. Et donc, évidemment, en thérapie de couple, oui, il y a des... je commence à avoir maintenant, depuis un peu de temps, des gens qui sont conseillés par d'anciens patients, qui viennent me voir. Donc, c'est ça que j'appelle le volume, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des gens qui vont revenir 2 ans après. Ils se rappellent de vous, ils gardent votre numéro de téléphone. Et puis, des fois, c'est intéressant, ils sont venus pour une thérapie de couple et ils disent, l'accompagnement m'a intéressé, maintenant je sens que j'ai besoin d'avoir un accompagnement personnel. Et donc, ils vous rappellent pour ça. C'est intéressant, ça fait des liens de confiance qu'on tisse avec les gens. Et du coup, si on devait matérialiser le bouche à oreille, c'est quoi pour vous au final? Parce que c'est compliqué à comprendre le bouche à oreille. C'est le fait, dites-moi. Le bouche à oreille, en fait, si vous voulez, c'est c'est en fait les gens qui sont contents, et parce qu'ils sont contents, ils vont en parler autour d'eux, en priorité aux membres de leur famille ou aux amis. Et ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai une petite plaquette où j'explique ma façon de travailler, et puis je redis, n'hésitez pas à en parler. Alors, j'ai tout mon vocabulaire, bien sûr, et puis ma façon de faire, j'ai des petites gratifications, tout ça, mais c'est important de le proposer directement aux personnes. Il faut... alors, le bouche-à-oreille, ce n'est pas le numéro 1, mais ça, il faut savoir que c'est des petites... Vous savez, le proverbe, hein, les petites sources font le grand fleuve, c'est exactement ça. Pour moi, le grand fleuve, en tout cas, l'affluent principal, c'est le référencement. C'est être très présent et être bien référencé, c'est-à-dire connu par les moteurs de recherche, à la fois en local et puis sur le site web. Et puis, on agrège les petits ruisseaux avec le bouche à oreille. C'est pareil, j'en profite pour parler des salons. Et évidemment, comme quand j'étais débutant, j'ai fait des salons. Les salons en tant que thérapeute, 0. C'est pareil. Je connais bien ce milieu, c'est 0. Ça peut marcher si vous vendez, par exemple, dans un salon bien-être, si vous vendez des choses, des pierres, éventuellement le massage minute, des élixirs, etc. Mais la thérapie, ne perdez pas votre argent, puisqu'en général, les salons, il faut payer un droit d'exposition, un droit d'entrée, un métrage linéaire si vous avez une table ou 2 tables. C'est de l'argent perdu qui est perdu. Pourquoi? Parce que qui va dans un salon,
Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui ont des problèmes, et puis il y a des visiteurs. Parce que c'est sympa, parce que c'est plutôt en général une ambiance détendue, il y a de la musique, des encens, ça sent bon, etc. Les gens ne viennent pas pour se faire soigner, évidemment, sur le moment. Ils viennent pour passer un bon moment. Donc, ce ne seront pas les gens, vous leur donnez une plaquette, ils l'ont oublié. Ils rentrent chez eux, ils la mettent à la poubelle. Donc, ça ne sert pas non plus de faire... si vous êtes commerçant, oui, et je dis peut-être. À Nîmes, on a ce qui était un grand salon, maintenant il est en train de baisser, c'était une imagine de mémoire, en tout cas il y a un grand salon du bien-être qui la fréquentation baisse, déjà les gens y vont moins. Les prix étaient énormes, c'était pour plus 4-5 jours, c'était 3 000 à 4 000 euros. Donc, et on les rentabilise absolument pas. Voilà, on peut vous dire il y a 150 000 personnes qui se déplacent à l'époque, hein, mais oui, qui se déplacent. Et c'est exactement, je finis la boucle que j'ai évoquée avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait pourquoi on va sur un réseau social? Oui, ça c'est le psy qui parle, mais en même temps, un petit peu le marketeur. On ne se met pas à la place, passer à la place du client ou du patient potentiel. On va sur les réseaux, pourquoi? Pour se détendre, pour apprendre, pour rigoler. On n'y va même plus au départ de Facebook, était pour voir sa famille, ses amis, encore bien sûr, pour discuter. Mais sinon, TikTok en est le meilleur exemple, on scrolle. Et si on a l'œil arrêté par un truc rigolo, étonnant, on va s'arrêter. On n'y va pas pour chercher un thérapeute. Et ça, c'est le b.a.-ba. Et je vois beaucoup de gens qui passent trop de temps, à mon point d'avis, mais je n'ai pas la science infuse ni la vérité absolue, qui passent beaucoup trop de temps à poster sur les réseaux sociaux. Ou alors vous avez une grosse machine comme Charles & Co, pour ne pas le citer, lui faire de la pub, mais Charles & Co est un médecin un peu basé sur la sexologie. Et Charles & Co, c'est un groupe, et j'ai eu des patients qui viennent me voir après avoir pris un rendez-vous en ligne avec Charles & Co. Très bien, mais Charles & Co, c'est une structure de plusieurs médecins, avec donc ils ont une puissance de feu financière, c'est-à-dire qu'ils font de la pub payante pour être visible. Ils le sont, c'est bon, c'est absolument, c'est qualitatif ce qu'ils disent, c'est pas du tout, j'aime pas d'ailleurs dire du mal des gens, jamais, mais c'est qualitatif. Mais c'est qualitatif, appuyé par quand même une très belle visibilité. Et cette visibilité demande de l'argent. Tout à fait. Est-ce que je suis clair déjà? Ah, c'est très clair, c'est très clair. Et j'ai une question parce que je me mets dans la peau de ceux qui commencent là. J'essaie de raccrocher la wagon pour eux. Ils commencent, ils sont un peu seuls, ils découvrent qu'il y a de l'entrepreneuriat derrière, c'est plus du salariat. Euh, Ils veulent se mettre en cabinet, ils veulent avoir de la visibilité, ils partent dans tous les sens, ils commencent à se dire je vais organiser ma semaine. Ils commencent à se dire après je vais essayer de trouver des agents locaux, typiquement, je sais pas moi, je m'occupe euh, des cancéreux, et je suis naturopathe, partie oncologie, du coup je vais chercher un hôpital pas très loin pour essayer de... Voilà. Est-ce que ça aussi c'est la bonne manière de faire, de se rapprocher localement C'est une bonne manière, c'est-à-dire d'être très spécialisé, c'est une bonne manière. et de se rapprocher du local? Je parle par exemple d'un hôpital, d'un institut anti-cancer, parce que derrière on fait de l'oncologie ou EHPAD, oui, parce que alors derrière... attention, on fait de l'oncologie, on ne peut pas avoir le titre et on ne peut pas se prévaloir de ça quand on est thérapeute. C'est parce que c'est très important de respecter la loi et de la même manière. J'en profite juste pour dire une petite chose, c'est important l'éthique et le respect de la loi. C'est-à-dire qu'un thérapeute n'est pas un médecin, il ne prescrit pas et il n'a pas d'avis à avoir sur les médicaments. C'est-à-dire que ou tout ça, je veux dire, en gros, sa spécialité, sa cible, en gros, c'est par exemple, quelqu'un qui fait de l'hypnose, peut aller voir un centre antidouleur ou un centre qui aide les personnes malheureusement cancéreuses, propose des services. Oui, propose des services, peut laisser sa carte, pouvoir à Nîmes. Moi, je suis pas tellement pour, si vous voulez, là j'en profite aussi, j'essaie de partager mon expérience, le gratuit. Le gratuit décrédibilise. Ça, je l'ai fait aussi, ça marche pas, et ça nous décrédibilise. C'est pourquoi? Mais c'est tout simple, c'est encore les ressorts de l'esprit humain. Si je vous donne quelque chose de gratuit, pourquoi dans 2 mois vous payerez pour la même chose? C'est pareil, j'en profite pour dire, vous connaissez
Groupon et le style de ces sites j'en ai profité d'ailleurs pour aller voir des thérapeutes, pour essayer les massages et tout ça, parce que dans l'idée d'éventuellement, pour le coup, d'envoyer des patients qui avaient besoin de massage ou de pratiques particulières que je ne maîtrisais pas, vers des professionnels, et je discute avec ces autres professionnels. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Et ce qu'ils me disaient, c'est que les gens venaient par des sites qui offraient d'énormes réductions. Ils font une séance qui est très peu chère. Et après, ils vont chercher un autre thérapeute qui fait la même chose, ou un masseur, peu importe, avec la même réduction. C'est un esprit humain. Si vous achetez un kilo de banane, 50 centimes, vous retournez, parce que c'est une grosse promo, vous retournez la semaine suivante, c'est 2 euros. Alors, soit tous les gens sont à 2 euros, et vous serez obligé de les acheter à 2 euros, mais si le commerçant vous dit, non, mais c'est maintenant 2 euros, c'est le prix normal. Vous allez dire, mais la semaine dernière, j'ai payé 50 centimes. Et vous allez peut-être, et à mon avis, chercher si dans les commerçants du coin, il n'y en a pas un qui fait les bananes à 1,20 € ou 1,10 €. C'est humain, ce n'est pas une critique du tout des personnes, c'est humain. Donc je ne conseille pas non plus de brader son travail. Ce n'est pas un bon moyen de se faire connaître. Et je vous dis, là, écoutez bien, c'est tout simple à comprendre. Vous avez vu un thérapeute à 15 € parce qu'il y avait une méga promo. Très bien. Vous allez parler à votre cousin, à votre voisin qui a un thérapeute qui travaille très bien. Le cousin ou le voisin appelle et dit c'est 80 €, 70 € ou 60 € la séance. Il va être surpris. Il dit, mais ah bon? Mais je ne sais pas, on m'a parlé de vous, on m'avait dit que c'était 15 € ou 20 €. Voilà. Vous êtes déjà décrédibilisé. Parce que la personne, vous dites oui, mais ça c'était une promo, le prix normal c'est ça. Eh bien, donc, comme tout esprit humain, vous voyez, je connais bien le marketing et puis l'esprit, les gens vont dire je suis en train de me faire voler. Alors que c'est le prix normal, mais je suis en train de me faire avoir. C'est humain. C'est absolument humain. Donc, ce n'est pas un bon système non plus. Alors, il y a quand même quelque chose pour finir, ou pas, s'il y a d'autres questions, je répondrai, bien sûr. Il y a quand même ce qui est pas mal, c'est pas la panacée, mais ce qui est pas mal, c'est de prendre un cabinet avec d'autres praticiens, des médecins en particulier. Pourquoi? Parce que là, il y a un passage. Voilà, un médecin du passage. Et donc, vous mettez votre plaque, quelle que soit votre spécialité, un massage bien-être, hypnose. Voilà, moi, j'ai une cousine qui est graphothérapeute et elle a fait ça un temps, ça lui a amené pas mal de clientèle. Voilà, donc de partager un cabinet avec des médecins ou en tout cas des praticiens où il y a un volume important de passage. Voilà. Ça, je dirais que c'est le point concret. Voilà, si on me pose la question, c'est ça qui marcherait peut-être je n'ai pas dit extraordinaire, je ne change pas ce que je dis, c'est le référencement, mais dans le concret, plutôt que de faire des plaquettes et de les envoyer, de faire des flyers, ça ne sert à rien du tout, se mettre dans un cabinet partagé ou un cabinet avec un lieu avec plusieurs cabinets, où il y a du passage, et donc vous mettez quelques plaquettes ou des cartes de visite, et là on peut vous repérer. Parce que le fait qu'il y ait un lieu physique rassure. Est-ce que j'ai été clair et synthétique? C'est excellent. En fait, alors pour une première partie, ça explique clairement les étapes qu'on a vues précédemment avec les différents jeunes thérapeutes. C'est-à-dire qu'ils commencent, ils sont seuls. Ils cherchent à se mettre en cabinet. Parce que seul, c'est compliqué, ça tourne et ça vire à la maison, c'est compliqué. Une fois qu'ils sont à plusieurs, là, ils essaient de comprendre le placement SEO. Il y en a plein qui font des formations SEO pour faire leur site internet. Il y en a plein qui se rapprochent aussi des centres locaux, justement pour monter leur clientèle locale. Et petit à petit, de fil en aiguille, ça monte. C'est ça qui se passe exactement. Donc du coup, ils augmentent leur visibilité, ils baissent leur solitude et surtout, ils s'organisent. C'est-à-dire qu'au début, ils partaient dans tous les sens, et après, ils commencent à dire, voilà, tel jour, je fais la comptabilité, tel jour, je fais, je sais pas moi, un post sur Instagram, tel jour, je fais... bref, c'est vraiment calibré, ce qui fait que derrière, ils sont plus en surmenage, mais ils sont plus en... je sais ce que je fais dans ma semaine, je sais quel levier je vais... Voilà, et j'ai mes consultations. Ce qui fait que derrière, ils sont beaucoup moins stressés et vivent, en fait. Voilà, Et pour répondre à la question, comment on organise la vie perso et la vie pro, moi, je suis vraiment un adepte, alors des fois, je ne peux pas admettre mais la plupart du temps, du time blocking. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut un moment savoir dire non. Pourquoi? Parce que ça m'arrive encore.
Sinon, si on a quelqu'un qui appelle, j'ai besoin de vous, j'ai besoin on va dire oui, et puis ça va déborder, et à un moment, la vie familiale ou de couple va en pâtir. Et ça, donc le time blocking, c'est une technique très intéressante de productivité qui consiste à cadrer des blocs de temps dans la semaine. Voilà, par exemple, dire le lundi matin de 9 à 11, je ne prends pas de patient, je fais ma compta. Le mardi, pareil, de 9 à 11, j'écris mes articles ou je fais mes posts. Voilà. Et ça, donc avoir des jours où on reçoit les gens, éventuellement des périodes où on veut se former. Et puis, de toute manière, l'expérience montre que on fait ce métier parce qu'on aime les gens, parce qu'on a envie d'aider. Ça, c'est quand même le b.a.-ba. Il faut être à la fois professionnel, il faut gagner sa vie, bien sûr, mais on fait ça pour aimer les gens. Et donc, il faut faire attention, parce que si on est dans ce que Karpman, le grand thérapeute, parlait, le grand psychologue, parlait de son fameux triangle dramatique, sauveur, victime et bourreau ou persécuteur, il faut faire attention à ne pas être le sauveur des autres. Parce que si on est sauveur, eh ben on peut s'y perdre. Donc, il faut important d'apprendre à mettre des limites également. D'apprendre à mettre des limites également. Voilà, ça c'est important. Et les gens vous apprécient d'autant plus. C'est-à-dire que et surtout en psychologie, il faut un peu de bouteille. Un état émotionnel d'un moment n'est pas l'état émotionnel un quart d'heure après. Or, si on n'a pas un peu de recul, de bouteille, on va dire, oh là là, il faut que j'aide une personne. Sauf que l'expérience montre qu'une personne qui est en train de pleurer, dans un quart d'heure après, elle va arrêter de pleurer. Sauf cas particulier. Et donc, si vous avez en répétition, donc il faut saisir, il faut sentir si une personne a besoin de vous, bien entendu. Mais je mets en garde, on n'est pas le sauveur de l'humanité. On est aidant. On n'est pas le sauveur de l'humanité. C'est très différent, là. Le positionnement est très différent. C'est important de continuer à garder son arbre, son ossature intérieure pour ne pas se laisser déstabiliser. Et c'est vraiment important, c'est très important. Je suis entièrement d'accord. Mais, voilà. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne fait pas une deuxième interview, mais pour l'après? Parce que là, on a détaillé beaucoup le début, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire au moment où on devient, j'aime pas trop ce mot, mais rentable, c'est-à-dire en gros, on arrive à avoir une activité qui fonctionne. Ouais. Je pense que les problèmes d'après sont encore différents, je pense. Typiquement, oui, parce qu'après, oui, bien sûr, bien sûr. Donc je pense que l'idéal, je pense on va s'arrêter là. On fera une deuxième vidéo, mais là pour l'aîné, qui parle de sa vie lorsqu'il a réussi à avoir une clientèle qui est là, qui est présente et qui permet de vivre de sa passion. Et c'est vraiment ça, c'est aider. Aider, je pense, c'est la plus belle chose à faire. C'est aider son prochain et ne pas s'y perdre au final. C'est un peu ça le résumé, quoi. Oui. Donc si vous êtes d'accord, Edouard, pardon, ce qu'on peut faire, c'est faire une deuxième session, mais plus parodénée sur la suite. C'est-à-dire en gros comment vous avez évolué justement après ce seuil de rentabilité qui fait que vous avez un SEO qui fonctionne, des patients qui commencent à être récurrents, le bouche-oreille commence à démarrer, vous avez une activité qui fonctionne, et là, vous avez passé le cap de je n'abandonne pas finalement, et c'est assez dingue comme expérience, parce qu'au départ, on veut être thérapeute pour aider les gens, par rapport parfois à un passé, une encre, et on ne comprend pas pourquoi nous sommes légitimes. Ça, c'est le début. En gros, j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai pas de clients alors que je veux aider. Et puis après, il y a l'étape où on passe le palier, et ça, je pense, sera la prochaine vidéo. Et là, on se lance dans une carrière où on peut arriver à 1, 2, 3 cabinets, et ça, je pense que c'est aussi intéressant à détailler. Et j'aurais pas envie de le bâcler en 10 minutes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si mais on fait comme ça. Edouard. Ça vous dit? Ouais, sans problème. Une petite conclusion, Edouard, sur le jeune thérapeute qui s'engage et qui a les bons tips justement pour pouvoir rentrer dans le game au bout de 2 ans et passer ces 2 années qui sont assez compliquées. Oui, la conclusion, je dirais que c'est tout à fait possible déjà.
d'en vivre. Simplement, il ne faut pas être irréaliste. Et petit coup de griffe de ma part au monde du développement personnel, c'est beaucoup plus complexe. On pourrait faire une émission rien que là, sur cette idée. C'est pas parce que je le veux que ça marche. Il n'y a pas que ça. Et donc, on pourra revenir sur l'idée de la pensée positive et tout ça, que j'ai beaucoup étudié. Plus concrètement, ça veut dire que c'est l'alliance d'une passion. C'est vrai qu'un métier, c'est un métier passion, c'est un métier d'intérêt. Donc c'est l'alliance il faut avoir la passion. Si je fais ça juste pour gagner de l'argent, il faut me faire autre chose. Hein, c'est pas ça, c'est certain. Donc la passion, l'envie d'aider les autres, être en lien avec les autres. 2, regarder si j'ai les compétences pour. J'ai pas dit compétences professionnelles, compétences de le savoir être pour être indépendant, comme je l'évoquais au début de l'interview. Et troisièmement, mettre en place les choses concrètes et pratiques. J'ai parlé de référencement et d'autres choses. Donc c'est l'alliance pour moi des trois qui permet de réussir. Il ne faut pas être dans une croyance démesurée que les gens ne vous attendent pas, les gens n'ont pas besoin de vous. Et une fois qu'on a compris ça, on peut apporter un vrai service. Les gens vont pas faire la queue devant votre cabinet. C'est à vous, par votre posture, par le respect que vous avez pour les gens, le professionnalisme, et c'est important, les gens le sentent. Hein. C'est ça qui fait la différence. Quand tout à l'heure je parlais des médicaments, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas médecin et on n'a pas fait ses études. Donc, en dehors de l'aspect illégal, il est très important de respecter aussi parce que, vous voyez, 3 fois, et là par exemple, je vais avoir des gens du CMP, donc psychiatres, qui m'envoient des patients. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu au téléphone, vous voyez, j'ai une personne, je pense que ça peut intéresser les gens, j'ai un monsieur qui m'appelle pour une thérapie, voilà. Ok, je ne vais pas plus loin par respect de la confidentialité. Je sens que c'est pas, il y a des choses qui m'étonnent, qui m'interrogent, ok. Je dis à ce monsieur, vous n'êtes pas suivi par hasard? Il me dit si. Il me dit, je suis à tel endroit. Et je lui dis, pourriez-vous me donner le numéro de téléphone de la personne qui vous suit? J'appelle, donc c'est une infirmière psychiatrique, et qui me met en contact avec le psychiatre. Et vous voyez, cette démarche, je pense qu'elle a été perçue comme professionnelle. Vous voyez, je ne me suis pas dit, je ne me suis pas drapé dans mon savoir, ok, non mais moi je sais, je n'ai pas besoin. Non, j'ai perçu ça, et donc je me mets en lien avec le personnel médical. Voilà. Donc c'est important, vous voyez, la posture est aussi également très importante. Quand on sort des études, quel que soit qu'est-ce qu'on a fait, hein, une formation tel ou tel domaine, quand on débute, on a l'impression j'ai tout compris, je sais tout. Non. Dans la pratique, il y a ça vaut le coup de continuer à se former, mais également, on pourra revenir un jour sur le syndrome de l'imposteur, également la posture du professionnel vis-à-vis de l'extérieur. Très bien. Je crois que c'était parfait pour le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Edouard. C'était excellent. Franchement, je me languis de voir l'épisode 2 parce que on n'a pas souvent de paroles d'aînés et je pense que ça va être hyper intéressant de voir quelle est la suite et ça va vachement intéresser nos auditeurs parce qu'ils se posent beaucoup la question de c'est quoi la suite, est-ce que je vais y arriver et du coup ils sont assez curieux. Donc j'ai hâte de faire cet épisode avec vous. Donc merci pour tout et puis je vous souhaite le meilleur, honnêtement le meilleur. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.